J'ai participé, à, la dernière visio de Rochon, un gestionnaire de portefeuille, qualité, on va dire, plus tourné qualité, que j'apprécie énormément pour une phrase qu'il dit souvent, c'est qu'en gros, ils ne s'attendent pas à surperformer le marché une année sur 3. Et ça, pour moi, je pense que ça libère une grosse pression. Parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui se disent: «Je dois superformer le marché tout le temps, si vous voulez, sinon autant prendre un ETF, ça sert à rien ce que je fais». Mais je pars du principe qu'on se met trop la pression comme ça. Et ce qu'il faut penser, si vous voulez, c'est qu'on n'a pas besoin de superformer le marché tout le temps pour le superformer à long terme. Il suffit de le superformer et de faire une année exceptionnelle, si vous voulez, dès parfois, pour que ça suffise à surperformer votre marché, même si le reste du temps, vous le sous-performez un petit peu, vous le surperformez juste, vous êtes à l'équivalent. Il suffit d'une année exceptionnelle pour faire de la surperformance pendant 5 ans ou 10 ans, des fois. Donc je pense que c'est ce qu'il faut bien intégrer. Il y a beaucoup de personnes qui se disent: «Voilà, je dois battre le marché continuellement». Ils se mettent une pression qui est trop forte. Comme Rochon le dit, Heu, pour eux, ils veulent juste battre le marché 2 années sur 3 et c'est un énorme fond. C'est-à-dire qu'il n'a pas la capacité, quand il bat le marché, si vous voulez, il doit un minimum diversifier. Ils ont pas la capacité, comme un particulier, de pouvoir réellement, battre le marché vraiment d'une manière, exceptionnelle et très forte. Un particulier a cette capacité, si vous voulez, de potentiellement ne rien faire pendant 10 ans et la 11e année, de doubler ou de tripler le portefeuille éventuellement. Et donc sa surperformance sur 11 années sera toujours importante et impressionnante, mais elle n'aura été effectuée qu'éventuellement sur 1 ou 2 années. Et ça, c'est ce que la plupart des gens n'arrivent pas à conditionner, n'arrivent pas à retenir. Et du coup, il suffit de quelques années où ils sous-performent, où ils ne font pas grand-chose par rapport au marché, pour se dire, voilà, je passe beaucoup de temps et ça sert à rien par rapport à une stratégie ETF. Et potentiellement, je pense que en fait, la meilleure approche, c'est d'avoir les 2 approches. C'est-à-dire d'avoir cette capacité de pouvoir choisir ses actions et d'essayer d'aller battre le marché avec une partie de son capital et avec le reste de son capital, d'avoir une assise, d'avoir un socle qui est basé sur des ETF, si ça vous permet de dormir tranquille. Et le but, en fait, le but ultime, c'est quoi? C'est de s'enlever la pression, s'enlever le plus de pression possible, pour pouvoir justement, vous concentrer sur le marché et éviter d'avoir votre ego, d'avoir votre tête qui vous joue des tours et qui vous empêche éventuellement de conserver ou d'acheter et de vendre et d'être un peu plus dynamique alors que le marché le recommanderait ou en tout cas le voudrait. Et donc pour moi, Rochon, voilà, venant en plus d'un gros gestionnaire qui n'a pas la même latitude, si vous voulez, qu'un particulier, il ne s'attend pas à battre le marché plus de 2 années sur 3. Donc c'est-à-dire que quand il y a une année où il sous-performe, ben, il accepte. Et alors Rochon, il nous dit autre chose également, il nous dit que pour gagner en bourse, il faut être un agriculteur. Et alors je trouve ça très intéressant parce que voilà, en gros, bon c'était en anglais bien entendu, donc pour celles et ceux qui ne sont pas, anglophones, j'ai traduit. En gros, qu'est-ce que ça dit? Ça dit: «Vous ne devez pas, vous ne devez pas crier sur, les cultures. Ça ne sert à rien». Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, ça sert à rien de pestiférer et de crier sur le marché et de dire: «C'est n'importe quoi, il est complètement débile, c'est pas logique» et cetera. Ça sert à rien. Ça ne fait pas avancer le schmilblick. Ne blâmez pas le champ de ne pas pousser assez vite. Beaucoup de personnes se mettent énormément de pression et sous-performent en fait, parce qu'ils veulent performer trop vite. Et ensuite, si vous voulez, bah, ils vont blâmer, c'est la faute de tel mec qui m'a conseillé cette action, c'était pourri. C'est la faute, de Julien, il avait un peu peur ou il était trop positif et cetera. C'est la faute du marché qui est complètement débile, qui fait n'importe quoi. C'est la faute de tel politique et cetera. Bref, on trouve toujours une idée, mais en gros, heu, évitez de blâmer également n'importe qui, de vous déresponsabiliser et de vous mettre la pression sur le fait que votre compte doit, heu, performer tous les jours, tous les mois, tous les ans, tout le temps en fait. Et de vous mettre une pression justement parce que ça va vous empêcher, bah, de faire une autre erreur et dont Rochon parle, ça va vous empêcher de laisser pousser les choses, de laisser, les gagnants, gagner et d'apprendre à, si vous voulez, à couper les perdants. En général, la plupart des gens vont être impatients, ils vont faire l'inverse, ils vont couper leurs gagnants pour essayer de sauvegarder une partie des plus-values, pour aller rajouter et pour aller accumuler leurs perdants, pour baisser leur prix de revient, en se disant:
de cette manière-là, sur le rebond, je vais pouvoir m'en sortir. Or, il se passe en règle générale le contraire, c'est que ce qui montait, ce qui était résilient, continue de monter, mais vous êtes sorti. Et ce qui était dans des tendances baissières et qui était, baissier et qui était faible et cetera, continue à être encore plus faible et vous avez augmenté votre risque là-dessus. Donc vous avez fait le contraire d'une bonne gestion, du risque. N'arrachez pas les pieds avant qu'il n'ait eu le temps de pousser par impatience. Tout ça, c'est connecté évidemment. Évidemment, le mec, on va se retrouver avec beaucoup de personnes qui, au bout de quelques jours ou quelques mois, disent: «Ça pousse pas». Ça pousse pas ou ça m'a fait une petite brindille, c'est pas intéressant, donc du coup je sous-performe le marché et du coup ça leur met une grosse pression et ils disent: «Bah voilà, je vends ça et je vais aller acheter ce qui marche». Et évidemment, manque de bol, en règle générale, les trucs qui marchaient jusqu'à maintenant, ils se mettent à consolider et les trucs qui marchaient pas et qui viennent juste de vendre, ça se met à booster. Donc ça aussi, c'est exactement la même chose, si vous voulez, que de se déresponsabiliser et de ne pas laisser le temps. L'investissement et même le trading, c'est un facteur de timing, c'est un facteur de temps. Ça marche pas tout le temps, tout de suite, si vous voulez. Et si vous êtes sans cesse en train de dire, moi, il faut que ça marche tout de suite, et si ça marche pas tout de suite, il faut que je coupe, eh ben, ça veut dire que vos tailles de position sont trop grosses, donc il faut réduire vos tailles de position pour donner un peu plus de temps et laisser vivre un petit peu plus les tendances. Sinon, vous allez surtout enrichir le courtier. Beaucoup de personnes également mélangent et parlent de traders, entre traders et investisseurs. Vous avez des traders qui sont capables de conserver des positions pendant des mois, voire des années, et ils considèrent que c'est toujours un trade et non pas un investissement. Donc la marge et la définition, si vous voulez, est vraiment succincte et il faut éviter de mettre des gens dans les boîtes. Un trader, c'est pas quelqu'un qui va acheter et vendre dans l'heure nécessairement. Les meilleurs trades pour moi sont des trades qui durent plusieurs semaines, plusieurs mois et on joue le suivi de la tendance. Mais ça reste un trade pour moi parce que je suis là pour sortir plus cher que ce que je suis rentré. Ce n'est pas une idée d'investissement, justement, où je vais être dans l'idée, justement, d'acheter un management, un business, etc. Évidemment que ça fait partie de mon processus de décision, mais je ne suis pas là pour ça en premier lieu. C'est le momentum qui va m'intéresser en premier lieu, et si les fondamentaux sont bons également, mais je pars du principe, si vous voulez, que le cours de l'action et le momentum de l'action bougent avant les fondamentaux. Ensuite, ce qu'il nous dit, c'est que choisissez les meilleures plantes pour le terrain que vous avez à ce moment donné. Un agriculteur, c'est la même chose, si vous voulez. Il y a des conditions météorologiques, il y a une qualité de son terrain, de la fertilité de la terre, ce qu'il peut éventuellement y mettre en engrais ou pas y mettre, etc. Bref, à un moment donné, pour augmenter la rentabilité, eh ben, c'est en fonction du profil de son environnement que l'agriculteur doit choisir les plantes qui sont le plus adaptées et qui vont offrir le plus de rentabilité. Eh bien, en bourse, c'est exactement la même chose. On se retrouve avec énormément de gens, si vous voulez, qui se disent, qui finalement ont peur de perdre. Ils ont une aversion pour le risque, mais en gros, ils vont vous dire, j'ai tellement perdu ces derniers mois, parce que j'ai joué des toutes petites capes, qu'il faut que je me refasse. Et qu'est-ce qu'ils décident et qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent, donnez-moi une action petite cap qui est capable de doubler. Comme ça, je vais pouvoir me refaire. Évidemment, en investissant tout le portefeuille. Donc, ils veulent se refaire en réalisant exactement la même erreur qui les a conduits dans le trou dans lequel ils sont. Et ça, pour moi, c'est exactement la même idée. C'est pour ça que je me focalise toujours. Vous devez d'abord comprendre quel est votre profil et ensuite adapter ce que vous faites sur les marchés à ce profil-là. Il y a des personnes qui sont faites pour acheter des actions, les conserver contre vents et marées. Il y a des personnes qui prennent peur dès qu'elles perdent 10% et qui ont besoin que ça marche tout de suite. Et donc pour ces personnes-là, elles vont choisir différentes actions, elles vont choisir différentes méthodes de pouvoir rentrer dans le marché. Bref, elles vont adapter le choix de leurs actions, le timing d'entrée, les tailles de position, en fonction de ce qu'elles recherchent. Mais d'abord, il faut se connaître. Rien de mieux que se prendre quelques baffes sur le marché pour apprendre à se connaître, mais encore faut-il en tirer les bonnes leçons. Et donc à un moment donné, si vous voulez, si vous avez une aversion au risque, arrêtez les petites capes, arrêtez les valeurs spéculatives, arrêtez de jouer ce genre de choses-là. Si votre but c'est juste d'obtenir une rentabilité supérieure à l'inflation, pourquoi vous vous mettez en risque? Alors vous pouvez diviser votre portefeuille en plusieurs fragments pour pouvoir vous dire ça c'est pour spéculer, ça c'est pour investir en SOC pour mon objectif.
Et quand ma spéculation fonctionne, ça me permet de surperformer le marché dans sa globalité. Quand ma spéculation ne marche pas, j'ai mon socle un petit peu plus fondamental qui me permet au minimum de faire comme le marché et de ne pas être frustré. Voilà, de la même manière que des gens qui, sont surtout tournés vers la spéculation parce qu'ils veulent faire croître, leur capital le plus rapidement possible, il faut accepter que vous ayez une grosse volatilité. Si vous n'êtes pas capable d'encaisser cette volatilité-là, c'est qu'il y a un problème entre ce que vous faites sur le marché et votre profil. Il faut adapter. Pas tout le monde est fait pour de la spéculation. Pas tout le monde est fait pour de l'ETF passif ou une stratégie dividende. Il y a des stratégies hybrides, bien entendu, mais voilà, il faut également faire ce qui vous convient le mieux. Donc il faut apprendre sur vous-même et pas juste répliquer quelque chose parce que ça ne marchera pas pour vous. Ça marche pour quelqu'un parce qu'il est dans ces dispositions qui font que ça marche. Il a le bon terrain, le bon terreau, et les bonnes plantes pour lui. Et pour vous, ça ne fonctionnera peut-être pas parce que vous n'allez pas avoir le profil qui suit derrière et donc le mental qui suit. Donc il faut adapter ces choses-là. Et pour moi, c'est ça la première leçon de la bourse. Arroser et fertiliser. Donc ça, c'est toujours la même chose. Qu'est-ce qu'on veut dire par arroser et fertiliser? Pour moi, c'est augmenter les tailles de position sur ce qui marche, couper les tailles de position, alléger les tailles de position sur ce qui ne marche pas, ce qui facilite derrière la sortie totale de la ligne. Et donc du coup, enlever les mauvaises herbes. C'est-à-dire que beaucoup de personnes vont se retrouver avec énormément de lignes. Euh, En effet, moi aussi, je me retrouve parfois avec beaucoup de lignes parce qu'il y a des reliquats de positions qui ont été vendus et donc il me reste juste un petit reliquat. Ou alors c'était une première position, le titre est parti, je n'ai pas pu accumuler, etc. Bref, à un moment donné, il faut nettoyer le portefeuille. Pour reprendre les bases, c'est comment j'obtiens ma surperformance. C'est parce que je vais avoir un certain nombre de titres sur lesquels je vais surpondérer parce que j'ai une thèse macro, j'ai une thèse fonda, j'ai une thèse technique qui me permettent de dire je base et je vais baser ma surperformance et à un moment donné, il faut augmenter les tailles de position. Beaucoup de personnes vont voir mon portefeuille et vont me dire oh, voilà, je vois bien que tu as des tailles de position à 4 ou 5%, mais moi je prends 20-25%. Et c'est très risqué. C'est très risqué, si vous voulez, parce que moi j'ai 4 ou 5% parce que j'attends que le marché me donne raison. Et la discipline, c'est de dire, c'est au fur et à mesure que le marché me donne raison, je vais arroser ma plante. Donc je vais lui donner plus d'énergie pour pousser, donc je vais accumuler ma position. Au contraire, quand ma plante commence à pas trop pousser, etc., je me demande, est-ce que c'est une mauvaise herbe ou pas? Et je veux pas la couper trop tôt non plus. Mais alléger la position me permet de donner du temps à cette plante pour savoir si c'est juste un petit contre-coup court terme ou si c'est en fait en train de devenir une mauvaise herbe et qu'il faut que je l'arrache. Et en plus, ça va me simplifier le fait d'avoir allégé, ça va me simplifier le fait que je vais pouvoir arracher cette plante plus facilement plus tard. Et enfin, souvenez-vous que vous aurez de bonnes saisons, des mauvaises saisons. Vous ne pouvez pas contrôler le temps, mais seulement vous y préparer. Pour moi, ça c'est le plus important. Vous aurez des bonnes années en bourse et vous aurez des mauvaises. Vous aurez des bonnes années en bourse alors que la plupart des gens ont des mauvaises. Et vous aurez des mauvaises années en bourse alors que la plupart des gens en ont une bonne. Ce qu'il faut, c'est éviter de se comparer. Ce qu'il faut, c'est éviter de se dire chaque année je dois battre le marché. Ce qu'il faut, c'est rester concentré sur son processus, son profil, accepter de sous-performer de temps en temps dans l'ensemble de son approche et se dédouaner de ce que font les autres, se dédouaner de ce que fait le marché. Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que vous, année après année, vous soyez dans le sens de l'accomplissement de votre objectif. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent chercher soit la fortune en bourse, mais pas que ça. Il y a des personnes qui veulent avoir raison. Moi, je pars du principe qu'il faut avoir envie de faire de l'argent plus que d'avoir raison pour vraiment gagner en bourse. Parce que la plupart des gens qui veulent seulement avoir raison, elles ont du mal à accepter d'avoir tort et donc couper les mauvaises herbes. Et c'est là d'où la sous-performance vient. Des fois, c'est de deux ou trois valeurs et c'est l'essentiel de la sous-performance qui est faite sur le portefeuille à cause de ces deux ou trois valeurs. Donc c'est ça que vous devez vraiment vous dire, c'est qu'on ne prévoit pas l'avenir. De la même manière qu'un agriculteur ne peut pas prévoir le temps. Par contre, il peut se préparer. Il peut se préparer à toutes les possibilités. Il peut avoir des protections, les tailles de position. Il peut avoir une diversification pour justement, s'il y a une mauvaise nouvelle ou une plante qui est attaquée par un parasite, les autres potentiellement pourront couvrir
la performance du portefeuille. Ouais, c'est ce genre de choses-là. On ne fait que se préparer. La préparation, c'est quoi? C'est que de la gestion de position. Ce n'est que ça, ce n'est pas un stop, c'est la taille de position. Le stop est un outil, mais c'est surtout la taille de position qui vous permettra de survivre suffisamment longtemps pour apprendre. Apprendre quel est votre profil, apprendre qu'est-ce qui marche réellement pour vous, et apprendre à avoir la discipline de faire plus de ce qui marche et moins de ce qui ne marche pas. Vous me dites ce que vous en pensez en commentaire, mais devenez un agriculteur, pensez comme un agriculteur. Je pense que voilà, Rochon, il appuie et montre du doigt, pour moi, un facteur qui est important, que la plupart des gens délaissent parce qu'ils recherchent, au lieu de se concentrer sur eux-mêmes et de s'améliorer eux-mêmes dans leur tête, ils recherchent la martingale et le nouvel indicateur magique. Ça n'existe pas, l'indicateur magique, il est au bout de votre nez.